Ils ont voulu investir en Thaïlande, acheter une maison ou bien ouvrir un commerce, mais aujourd'hui ils risquent de tout perdre car l'État thaïlandais sont sur leur côte. Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ce que prépare l'État thaïlandais en ce moment contre les sociétés avec des nominis. Car si vous regardez les infos récemment en Thaïlande, vous avez peut-être dû le voir passer, c'est que les gouvernements, ils sont à fond sur l'arrestation des sociétés écrans, mais pas seulement, également des vraies sociétés auxquelles il y a des actifs, il y a un commerce, mais qui sont tenues par des étrangers avec des nominis thaïlandais. Mais avant de continuer cette vidéo, une petite pub, comme vous avez l'habitude, si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions concernant l'expatriation ou la Thaïlande de manière générale, j'ai créé des appels personnalisés auxquels on passe 1 heure ensemble, que ce soit par visio ou par appel classique. Je vous mets tout ça dans la description. Alors déjà, je vais vous expliquer à quel point c'est compliqué d'investir en Thaïlande quand vous êtes étranger et surtout vous n'êtes pas marié à une Thaïlandaise. Il y a des règles bien claires en Thaïlande, même si certaines personnes préfèrent se cacher les yeux sur ça. Mais quand vous n'êtes pas marié avec une Thaïlandaise, la règle est claire. Pour ouvrir une société, il faut partager la société en minimum 2 parties. Une partie à 51% pour les Thaïlandais et une partie à maximum 49% pour les étrangers. Après, vous pouvez le faire de plusieurs façons différentes. Par exemple, 49% pour l'étranger, 31% pour un Thaï et 20 restants à un autre Thaï. Vous avez compris. Il y a un capital minimum à avoir de 2 millions de bahts. Et si jamais vous voulez un work permit, il faut employer 4 Thaïs pour un work permit, donc un étranger. Donc ça, c'est les règles basiques pour les personnes qui veulent investir en Thaïlande, créer un commerce par exemple. Et Dieu seul sait qu'il y a énormément de Français, d'étrangers qui veulent ouvrir un commerce en Thaïlande, vivre en Thaïlande, mais ils sont célibataires ou alors ils ne sont pas mariés à une Thaïlandaise. Ils ont juste une petite amie en ce moment, mais voilà, c'est pas une relation longue, stable, auquel ils ont confiance en leur copine, donc ils veulent pas s'associer avec cette fille. Comme je vous disais, c'est une règle claire. Il n'y a pas de millions de solutions pour investir en Thaïlande. Mais il existe des petites magouilles que beaucoup de personnes font ou ont fait. Déjà, quand quelqu'un arrive en Thaïlande et il veut investir, forcément, il va se renseigner à droite, à gauche, comment tu as fait pour ouvrir ta société. Des gens sont associés à leur femme, auquel c'est beaucoup plus simple. Et d'autres ont dit, j'ai un avocat, il a tout fait pour moi, il a trouvé des associés. Je me suis occupé de rien. J'ai lâché un billet et aujourd'hui, mon business, il tourne bien, je fais de l'argent. Et certaines personnes ne demandent même pas l'avis à des gens qu'ils rencontrent. Eux, ils vont directement voir un avocat. Moi, je dis avocat avec des guillemets et ils vont les aider à ouvrir un business. Alors, on ne sait pas exactement si les gens sont vraiment au courant de la loi. En tout cas, quoi qu'il en soit, partout dans le monde, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ils vont voir les avocats. Peut-être qu'ils leur expliquent le risque ou peut-être pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette chose a été faite pendant des décennies. Comme beaucoup de choses en Thaïlande qui ont été faites des dizaines et des dizaines d'années, même si c'était illégal, voilà, l'État fermait les yeux, laissait faire jusqu'à qu'il y ait un problème et de temps en temps, il tapait sur les doigts, il faisait quelques arrestations. C'est le cas de beaucoup d'autres choses auxquelles on aura le temps d'en rediscuter. Enfin bref, donc il va voir ce cabinet d'avocats, il lui fait « Vous inquiétez pas, je vais vous aider à ouvrir une société, je vais m'occuper de toute la paperasse et je vais même vous trouver des associés thaïlandais. » Des associés de confiance qui ne voleront pas votre argent. Parfois, dans certains cabinets d'avocats, ils vont prendre leur employé directement, la comptable, la femme de ménage, etc., etc., comptent bien entendu de l'argent. Et parfois, quand ils ont plus de staff disponible ou qui veulent faire ça, ils vont aller chercher des campagnards dans les milieux ruraux et contre un petit billet, ils vont avoir leur signature et surtout les copies d'identité et de ta bien bac. Donc ça, c'est comment ils sont arrangés pour ouvrir une société sans avoir de vrais associés thaïlandais. Pour rappel, un associé thaïlandais, c'est quelqu'un d'actif qui met de l'argent. S'il a 51%, il faut que techniquement, il ait mis plus d'argent ou qu'il apporte plus de valeur, que ce soit pas par l'argent, mais par exemple, la gestion de l'entreprise, que l'étranger lui-même. Sauf on n'est pas du tout dans ce cas-là, on est dans des sociétés illégales. Autre moyen aussi pour avoir un work permit, donc comme je vous disais, il faut 4 employés pour un work permit. Très souvent, dans certaines sociétés thaïlandaises, dans certains commerces, ils ont du mal à trouver des employés thaïlandais ou alors les Thaïlandais ne travaillent pas bien ou trop cher, peu importe la raison, et ils préfèrent se diriger vers des Birmans parce que ça coûte moins cher, c'est plus fiable et ça travaille mieux et ça parle mieux anglais, de manière générale encore une fois. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont revoir leur cabinet d'avocats, ils leur disent voilà, j'ai besoin d'avoir un work permit, est-ce que vous pouvez m'aider à l'avoir? J'ai pas d'employé thaïlandais, j'ai que des Birmans. Et encore une fois,
le cabinet d'avocat vous dit « T'inquiète pas pour ça, je vais te trouver 4 employés thaïlandais, tu vas verser un petit billet, tu vas payer la sécurité sociale et les impôts pour eux et je vais te faire ton work permit et après tu feras ce que tu veux de ton business. » Donc ça, c'est un petit peu la méthode qui a été utilisée pendant très longtemps et qui est toujours utilisée même pour ouvrir un business et avoir un work permit. Sauf que récemment, tout a changé. Enfin, récemment. En vrai, voilà, comme je vous disais, c'est quelque chose qui a toujours été interdit en Thaïlande. On laissait faire ou alors on vous insistait à faire comme ça pour ouvrir votre société tranquillement. L'avocat, il touche son argent et vous avez work permit. Enfin bref, tout le monde est à peu près content. Sauf que parfois, quand il y a des bad buzz en général, le gouvernement décide de donner un coup de pied dans la fourmilière et ils vont faire un raid dans une ville, à Phuket par exemple. Ils vont checker quelques sociétés, enfermer certaines, arrêter quelques étrangers, faire un article pour dire voilà, on est là, c'est interdit. Et puis après, pendant un long laps de temps, il se passe rien. Sauf que maintenant, en 2026, ça a l'air d'avoir totalement changé. Vraiment, le gouvernement thaïlandais a l'air de s'investir contre ces sociétés détenues par des étrangers de manière illégale, donc par des nominés, et ils veulent mettre un terme à tout ça. Et aussi, une chose importante, c'est jusqu'à présent, ils visaient pas trop les vrais commerces qui faisaient de l'argent, par exemple des restaurants, des guest houses, des massages, ou même des bars, parce que c'est un vrai business, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, il y a des taxes qui sont payées. Ils visaient plutôt les gens qui ouvraient une société fantôme, avec pareil des nominés, pour que l'étranger achète une maison et passe sa retraite tranquillement dans une maison à son nom. Il soit vraiment propriétaire via la fausse société. Mais sauf que là, en 2026, ça a tout changé. Déjà, ils visent pas seulement les gens qui possèdent des terrains ou des maisons via des sociétés fantômes, ils visent également les business qui font de l'argent détenus et gérés par des étrangers avec des nominés thaïlandais. Et pour ça, on va avoir quelques articles très récents, mais vraiment, depuis janvier, je vois passer ça régulièrement. Mais on va pas s'amuser à tous les faire. Je vais commencer par le 22 janvier. Donc, dans le sud de la Thaïlande, c'est 130 raies, soit plus de 20 000 mètres carrés de terrain, d'une valeur d'environ 1,67 milliard de bahts au total qui ont été saisis. À Koh Phangan, c'est 234 sociétés qui sont soupçonnées d'être des prêts de nom et parmi elles, 105 faisaient déjà l'objet de poursuites judiciaires et 14 ont déjà abouti à des condamnations par les tribunaux. À Krabi, c'est 401 sociétés soupçonnées. À Koh Phangan, c'est 174. Et à Phuket, c'est pas loin de 632 sociétés soupçonnées d'être des prêts de nom. Et pour les infractions liées aux sociétés prêts de nom, la police a obtenu des mandats d'arrêt contre 29 Thaïlandais, donc même les nominés se font arrêter, mais surtout 67 étrangers. Et parmi eux, ils ont déjà arrêté 24 Thaïlandais sur 29. Parmi tous ces étrangers, on a vraiment plein de nationalités. On a des Israéliens, des Russes, des Polonais, des Sud-Africains, des Britanniques, mais également des Français et des Suisses. Ensuite, concernant un article du 20 juin, c'est à Phuket que ça se passe. On a 10 sociétés soupçonnées d'être détenues par des nominés, d'avoir servi notamment à des étrangers d'investir, comme je vous disais, mais également de détenir des terrains. 39 autres sociétés sont sous enquête pour la même chose et déjà 9 étrangers arrêtés, avec encore une fois des Israéliens, des Russes, des Néerlandais et également des Français. À Phang Nga, c'est 9 sociétés identifiées, un Britannique arrêté et on va finir avec Krabi, 9 sociétés nominées visées, 38 arrestations à elles seules dans la province avec des Israéliens, des Polonais, des Suisses et des Sud-Africains. On s'arrête pas là, on continue avec un article du 24 mai. Là, cette fois, on va parler de Koh Phangan, qui est une toute petite île, mais il y a déjà 21 étrangers qui ont été arrêtés, dont 4 Français. Et on finit avec un dernier article du 25 juin. Cette fois, ça à Bangkok, ils ont arrêté des Chinois pour pareil, la même chose, des sociétés gérées par des étrangers avec des nominés thaïlandais. Et cette fois-ci, c'est à Hue Quang que ça se passe. Donc vous voyez vraiment, personne n'est à l'abri, que vous soyez à Bangkok, à Phuket, à Samui ou ailleurs, vraiment ils visent tout le monde. Là, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas retrouvé les articles, mais j'ai déjà vu des articles auxquels il y a des gens qui sont à Pattaya, qui sont pas arrêtés pour la même chose. Donc encore une fois, même si c'était toléré avant, on laissait faire. Là, pour le moment, en tout cas depuis début 2026, ils ont l'air de vraiment rien laisser passer. Parce qu'encore une fois, même si c'était toléré, ça a jamais été légal. Et il y a certaines personnes qui ferment les yeux sur ça. Ils se pensent même victimes. Ils se disent, voilà, ça a toujours été toléré. Pourquoi maintenant, ils commencent à faire appliquer la loi, mais ça me plaît pas, etc. Vraiment, je vois ce genre d'histoire, j'entends ce genre d'histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de courant en Thaïlande. Il y a plein de choses en Thaïlande auxquelles on a laissé faire pendant des années et des années. Et puis un jour, le gouvernement s'est réveillé, s'est dit, on va tout de suite tout arrêter. Je pense notamment au permis. Avant, c'était normal de conduire sans permis. On se faisait contrôler, on nous laissait repartir sans même payer d'amende. Puis après, ils sont mis à arrêter les étrangers. Puis après, ils sont mis à arrêter les Thaïs également. Pareil pour les casques, on laissait tout le monde sans casque, on n'arrêtait personne. Là, les gens sont arrêtés, les amendes ont même augmenté. Et pour les choses plus sur les étrangers, c'est la même chose pour l'overstay. Pour les anciens de la Thaïlande, vous le savez,
à l'époque, et même moi on me l'avait proposé, c'était normal d'être en overstay. On te disait, mais ça sert à rien que tu fasses des visa run, tu perds de l'argent pour rien, tu veux rester vivre en Thaïlande, fais comme tout le monde, reste en overstay. Le jour où tu veux partir à l'étranger, tu vas à l'aéroport, tu payes l'amende est plafonnée à 20 000 bahts. Une fois que tu as payé, ils te mettent le tampon, tu repars et tu reviens quand tu veux, tu n'auras jamais de problème. Avant, c'était le cas. Et puis un jour, du jour au lendemain, ils se sont dit, on va arrêter tout ça, la fête est finie, on va arrêter tous ces gens en overstay, et à partir de maintenant, si vous vous rendez, on va vous blacklister une seule année, si vous avez dépassé telle date, mais par contre, si vous faites arrêter, vous risquez jusqu'à, alors je me rappelle plus exactement des dates, mais vous risquez jusqu'à 5 ans, même peut-être même plus de blacklist avant de pouvoir rentrer en Thaïlande. Et c'est pour ça que vous voyez parfois des articles passer comme quoi il y a des étrangers qui ont été arrêtés en overstay de 5, 6, 7 ans, parce que justement à l'époque, c'était quelque chose de totalement normal. Ça n'a jamais été légal, mais c'était normal. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les visa run. Pendant très longtemps, j'ai même vécu via des visa run parce que c'était toléré. Et puis un jour, ils se sont dit, on va arrêter les visa run, il y en aura 2 maximum par an, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Donc voilà, c'est quelque chose de normal en Thaïlande, entre guillemets. Il y a des choses auxquelles on ferme les yeux, puis un jour, du jour au lendemain, on se met vraiment à appliquer la loi et toutes les personnes bancales, malheureusement pour eux, ça risque de vite se terminer. Et il y a un autre problème auquel il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, c'est la difficulté de vendre leur société quand elle est tenue par un nominé. Alors je m'explique, plus difficile que vendre une société normale. En fait, le problème qui peut arriver quand vous passez par un nominé, c'est déjà le cabinet d'avocat que vous avez utilisé ferme ou déménage quelque part et vous n'arrivez pas à les contacter. Donc ça arrive. Et le deuxième problème, c'est le nominé qui a été pris, sa carte d'identité qui a été utilisée, elle est périmée. Et si elle est périmée, vous pouvez rien faire. Il va falloir retrouver la personne, lui faire signer les documents, bien entendu, et également avoir une copie à jour de sa carte d'identité. Si vous l'avez pas, vous pourrez pas vendre la société. Et ça, c'est un gros problème que beaucoup de personnes ignorent ou oublient ou n'y pensent pas tout simplement, parce qu'ils se disent, voilà, ma société elle est ouverte, nominée, avocat, je suis tranquille, jusqu'à qu'on arrive aujourd'hui à des arrestations, mais ils pensent pas également à s'ils doivent vendre la société, s'ils doivent retrouver un des propriétaires nominés et leur cabinet d'avocat a fermé, comment est-ce qu'ils vont le retrouver? Il va falloir qu'ils prennent l'avion, qu'ils aillent dans les campagnes, qu'ils demandent à droite, à gauche, est-ce que vous connaissez cette personne? Il va falloir payer aussi pour qu'il veuille bien signer les documents et vous donner une copie de sa carte d'identité. Sinon, votre histoire, elle sera jamais terminée. Enfin bref, voilà, c'est quelque chose auquel je voulais vous parler, vous sensibiliser si jamais vous souhaitez investir en Thaïlande. Si vous investissez en Thaïlande et vous voulez passer par un avocat, réfléchissez à 2 fois parce que vous risquez peut-être de faire partie de ces articles. Même si tout le monde vous dit « ouais, je fais ça depuis des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai jamais eu de problème », tout se passe très bien jusqu'à que le gouvernement pointe son nez dedans. Et pour tous ceux qui vont dire, parce que je les vois déjà passer, la Thaïlande n'aide pas pour investir en Thaïlande, elle aide pour investir en Thaïlande dans des choses auxquelles ils en ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'un étranger détienne un restaurant français avec des dominés. Si vraiment le français il veut investir en Thaïlande, il doit se donner les moyens, trouver de vrais investisseurs, de vrais associés thaïlandais pour l'ouvrir. Ou alors s'ils veulent vraiment investir, par exemple ils achètent un condo, ils n'achètent pas une maison, ou alors ils font une location sur 30 ans, ou bien ils sont dans des secteurs bien particuliers, ils passent par le FBL, par le BOI, ou alors ils sont mariés à des Thaïlandaises. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de vivre en Thaïlande, mais également d'investir en Thaïlande, mais aussi d'obtenir la citoyenneté thaïlandaise ou le PR, le Resident Permanent, quand on est marié, parce que ils aident les personnes qui ont des raisons de vivre en Thaïlande. Voilà, parce qu'ils ont une famille, ils ont une femme, des enfants, etc. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de ce changement de direction sur le gouvernement thaïlandais. Est-ce qu'ils ont raison d'arrêter toutes ces sociétés détenues illégalement en Thaïlande? Ou alors ils devraient laisser faire pour que les étrangers vivent tranquillement en Thaïlande, même si c'est de manière illégale? Moi, personnellement, j'ai mon avis, mais dites-moi le vôtre en commentaire. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez apprendre le thaï ou vous avez des questions sur l'expatriation en Thaïlande, j'ai créé une formation pour apprendre le thaï et également des appels personnalisés pour pouvoir répondre à toutes vos questions pendant 1 heure. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste des stories, je réponds aussi plus rapidement. Enfin bref, tout est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!